on va redémarrer sur du bon pied, comme on dit, et il est nécessaire d'abord de rappeler tous les points qu'on avait évoqués la dernière fois, la dernière séance, il s'agit effectivement de vous présenter comment est-ce qu'on peut faire pour piloter une stratégie d'achat. Alors, le pilotage de la stratégie d'achat commence tout d'abord par la définition de sa mission. Nous avons défini ensemble la mission d'une stratégie, la mission de la fonction achat, qui est de contribuer à l'amélioration des résultats de l'entreprise. Alors, comment est-ce qu'elle peut améliorer les résultats de l'entreprise? C'est en sélectionnant les meilleurs fournisseurs et en intégrant les meilleurs fournisseurs au sein de l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut juger quels sont les meilleurs fournisseurs? Donc, tout d'abord, c'est en termes de coût, bien sûr, c'est en termes de qualité, en termes de coût logistique et aussi en termes d'innovation. Tout ça, c'est scellé par la maîtrise contractuelle. Donc, une fois que la mission de la fonction achat elle est bien définie, on va se poser la question, comment est-ce qu'un acheteur et quels sont les outils qu'un acheteur pourrait utiliser pour pouvoir aller et arriver à cette mission-là? Donc là, on parle de levier. Les leviers, c'est des outils qui sont des outils pratiques. C'est un peu le manuel d'utilisateur d'un acheteur et qui comprend plusieurs cartes sous la main. Et ces cartes-là, ils peuvent être utilisées en fonction du contexte, en fonction de type de marché, en fonction de la situation, du montant des achats qui est en jeu, et aussi en fonction du cycle du produit, le cycle de vie du produit au sein de l'entreprise. Alors les 5 leviers qui sont aujourd'hui identifiés, mais bien sûr dans la dans la doctrine et dans la théorie, les leviers ils sont évolutifs et on a toujours des nouvelles lectures, des nouveaux outils qui sont identifiés. Mais une version en fait des leviers qui, à mon sens, épouse parfaitement aussi le monde professionnel, c'est ces 5 leviers-là. Donc, on parle de la phase de conception et de reconception des produits. Le deuxième levier, c'est la négociation. Le troisième levier, c'est le resourcing. Enfin, c'est l'optimisation de la supply chain. Et enfin, c'est le support fournisseur. Donc, ne vous inquiétez pas, on va aller peut-être passer du temps sur chacun de ces leviers-là pour vous expliquer d'abord l'utilité de chacun et ensuite dans quel cas il faut l'utiliser et expliquer le concept en lui-même. Voilà. Donc, si on commence par le levier numéro un, qui est la conception ou la reconception des produits. Donc aujourd'hui, au sein d'une entreprise industrielle qui est évolutive, qui est aussi il est alimenté par les besoins de ses clients, euh, il peut s'avérer que l'entreprise doit évoluer sur un certain nombre de produits. Ça veut dire développer une gamme de produits, aller vers des marchés qui sont jusque-là jamais abordés par l'entreprise. Je vous donne un simple exemple. Si, par exemple, une entreprise d'impression euh, qui a une clientèle classique qui demande une impression normale et le marché est habitué à cette gamme d'impression, à savoir une impression normale. Voilà. Mais au fur et à mesure, avec les outils marketing, avec le fait que voilà, on donne de plus en plus d'importance à l'emballage, il s'avère nécessaire d'aller vers des impressions qui sont beaucoup plus haut de gamme ou des impressions qui sont high quality printing comme on dit. Et l'entreprise, dans ce cadre-là, donc ce qu'elle va faire, elle va adapter aussi son offre. C'est une entreprise d'impression. Comment est-ce qu'elle peut adapter son offre? C'est d'abord en faisant de l'investissement sur des nouvelles machines et de la nouvelle technologie qui peut permettre de sortir cette qualité d'emballage qui est tant recherchée par le marché. Donc c'est une niche à forte valeur ajoutée avec des prix qui sont plus intéressants qu'un emballage à impression normale. Une fois que ces nouvelles technologies ou cette nouvelle machine est installée, la machine qui a la capacité de faire des impressions qui sont haute qualité, il s'agit d'acheter tout le matériel ou tous les produits qui peuvent s'adapter à cette machine-là ou à cette ligne de production.
Donc ça peut être acheter des encres, ça peut être évoluer en termes d'encre, en termes de clichés et les formes qui sont utilisées pour cette machine-là. Et donc c'est là on parle de phase de vie du produit. Il s'agit pour les achats de travailler sur ce sujet-là avec la production pour concevoir avec le fournisseur, par exemple de l'encre, un produit qui va s'adapter à la nouvelle machine. Et c'est concrètement un cas de conception d'un produit. Donc, les achats aujourd'hui, pour supporter la nouvelle niche qui a été repérée par l'entreprise et dans laquelle elle veut se situer, elle a besoin de faire appel à ses fournisseurs pour pouvoir l'aider dans la conception des produits qui peuvent lui permettre d'aller sur cette nouvelle niche-là. Donc, bien sûr, en termes de volume de production, eh ben, il y a une phase, c'est plusieurs phases qui sont énumérées dans la vie d'un produit industriel. La phase de conception, la phase d'industrialisation, la montée en cadence, la série, la phase de série, et ensuite la fin de vie. Donc ça, c'est le schéma classique de tout produit industriel qui passe par toutes ces étapes-là. Et à chaque phase, les achats et le fournisseur vont avoir un rôle qui est différent. Dans la phase de conception, il s'agit de faire appel au savoir-faire du fournisseur pour pouvoir faire des simulations, par exemple, de l'encre et l'essayer sur la machine, faire des essais à travers un prototype qui va nécessiter une phase de pré-industrialisation ou de test industriel dans lequel il y a une relation qui est très étroite entre les achats, entre le fournisseur et entre le producteur. Et une fois que les tests seront validés, donc là, on peut pousser le fournisseur à aller monter en cadence et faire une production avec des quantités de plus en plus importantes. Et, et par la suite, bah, quand voilà, par exemple dans ce cas-là, on va arriver à la qualité de l'encre qui va donner le bon rendu au niveau de l'impression. Donc on va arriver à la phase qu'on appelle la phase de série, la phase de stabilisation, de série stabilisée. Et le fournisseur à ce moment-là va accompagner l'entreprise dans son offre et les achats vont accompagner aussi le fournisseur dans cette phase-là qui est la phase de série stabilisée avant d'arriver peut-être à une phase de fin de vie qui peut prendre plus ou moins quelques années, quelques mois en fonction du secteur d'activité. Donc, dans ce slide-là, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que les achats, ils peuvent intervenir au niveau de la conception d'un produit quand il est identifié en tant que tel, en tant que nouveau besoin. Le fournisseur, lui aussi, il est là pour supporter cette étape de vie dans l'entreprise à travers le support à la conception, comme il a le savoir-faire, l'industrialisation et enfin l'optimisation du produit et la production en série. Quand les achats interviennent sur ce genre de situation, ça veut dire aider l'entreprise à concevoir un nouveau produit qu'elle va acheter ou qu'elle va utiliser. Donc, il s'agit de faire attention à plusieurs éléments. Plusieurs éléments dans le sens où la communication entre le fournisseur, entre la production, est une étape qui est très très critique parce qu'il faut comprendre le besoin, il faut confirmer le besoin, il faut faire les tests, il faut contractualiser à travers des PV de réception et aussi un suivi en termes de qualité parce qu'il ne suffit pas de produire une fois pour dire que le produit il répond au cahier de charge, mais il faut passer par la période de stabilisation. Voilà, donc la conception, elle peut être soit la conception d'un nouveau produit tout à fait différent, qui va être adapté aux nouveaux besoins de l'entreprise, soit une reconception de ce produit-là, ou une upgrade, ou une amélioration de ce produit, ou une reconception d'un composant de ce produit-là. Voilà donc comment est-ce que la fonction achat peut intervenir à créer un produit, créer le besoin avec le fournisseur et bien sûr essayer de trouver l'offre, le ratio coût, qualité, temps qui va aller à l'entreprise. Bon, je passe un tout petit peu qui sont les principaux outils qui aident à la conception parce que c'est généralement plus des techniques qui sont euh,
utilisé par les chefs de projet qui interviennent sur la conception des nouveaux produits. Les achats, encore une fois, il faut qu'ils interviennent pour mettre en relation le fournisseur avec les opérations pour essayer d'animer cette relation-là, de clarifier la communication, clarifier les attentes de part et d'autre, afin que la relation se passe dans les bonnes conditions. Par la suite, bien sûr, il y a une négociation qui va se faire, qu'on verra plus tard, mais cette phase de conception, elle est beaucoup plus critique entre les opérations et le fournisseur. Alors, on va toujours regarder quand il s'agit de levier deux critères, le coût et les délais, parce que le temps, c'est de l'argent aussi. Donc, le coût, voilà, c'est le coût de ce levier-là. Et on va essayer de situer quelle est un peu la courbe de ce levier-là en termes de coût, en termes de délai. Alors, ce que vous pouvez constater, c'est que ce levier-là, c'est un levier qui forcément va prendre du temps parce que il y a la phase de conception, la phase d'industrialisation, de test, d'identification du besoin. Donc c'est un délai qui est assez allongé. En termes de coût aussi, c'est un levier qui est coûteux parce que le développement, c'est quelque chose de coûteux. Voilà, c'est les frais aussi de recherche et développement. C'est des tests qui vont se faire et qui vont s'avérer pas concluants, auquel cas, il y a quand même la perte de matière et la perte du temps. Voilà, donc c'est un levier qui est assez coûteux en termes de temps, mais aussi en termes d'argent. Nous allons par la suite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Donc, je vais essayer d'y répondre vers la fin de la séance. Alors, le deuxième levier, qui est le levier le plus classique, si vous voulez, de la fonction achat et qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on parle d'acheteur, on parle de négociateur. Ce qui n'est pas forcément quelque chose qui peut s'avérer aussi évident que cela et aussi en tout cas aussi présente que cela. Parce que la négociation, il faut se poser la question aussi, est-ce que ça vaut la peine de négocier? Quand on parle, par exemple, de produits qui sont à faible valeur, et pour négocier une remise de 1%, il faut que l'acheteur il passe, je sais pas, 2, 3 jours à rappeler le fournisseur, à faire des séances de négociation. Voilà. Donc moi, je préfère qu'un acheteur, par rapport au temps dont il dispose, s'il va dégager 1% de baisse de prix sur des volumes qui sont pas très importants, qu'il passe, enfin qu'il le consacre à peut-être négocier sur des volumes qui sont plus importants, à se renseigner sur le marché. Donc il faut toujours déjà se poser la question avant de de démarrer sur une négociation, est-ce que ça vaut la peine de négocier? C'est ça, c'est une question qui est très importante. Autrement, négocier pour négocier, c'est pas vraiment le but. Et c'est un peu le old school, c'est un peu l'école classique de dire voilà, un acheteur il doit marchander. Et justement, c'est très important de faire la différence entre la négociation et le marchandage. Donc le marchandage, c'est dans le sens où on veut tirer profit, on veut gagner dans la discussion, on essaie de tirer le maximum de remises, de ristournes. Et notre gain, c'est un peu la perte de l'autre, c'est la perte chez le fournisseur. Donc on va essayer de gratter chez le fournisseur pour pouvoir gagner dans notre niveau, mais sans forcément qu'il y ait de contrepartie gagnante chez le fournisseur. Alors que la négociation, c'est tout à fait un échange de bons procédés entre les parties. Ça veut dire que il faut réfléchir quand on est négociateur de ce qui intéresse le fournisseur, ce qui l'intéresse, et offrir justement offrir le plus pour obtenir le plus. Donc c'est une relation qui est win-win. On essaye de nous accorder, pas on essaye, c'est-à-dire que l'acheteur il doit aussi avoir dans son profil une volonté de faire, parce que c'est pas facile d'être insistant, d'être voilà d'insister, d'être combatif et d'avoir beaucoup de volonté pour pouvoir y arriver. C'est pas un exercice qui est très facile. Maintenant, la différence entre la négociation et le marchandage, encore une fois, c'est pas demander des remises pour les demander et insister. Et c'est à force d'insister qu'on arrive à la remise. Non, il faut que ça soit réfléchi. Il faut identifier quelles sont les zones d'intérêt du fournisseur et dans la proposition et dans la négociation,
on va proposer le plus pour avoir le plus. Donc c'est tout à fait ça. Je vous donne un exemple, tout concret. Quand on parle d'acheter le papier et je vais toujours prendre des exemples qui sont en liaison avec le secteur de l'emballage et de la production de papier en carton, parce que c'est le secteur dont je suis en charge. Et que je peux en tout cas, citer des exemples concrets qui m'arrivent un peu tous les jours. Donc, dans le papier, quand on veut acheter du papier pour l'utiliser pour les emballages et les caisses en carton. Les producteurs de papier, ce qui les intéresse, c'est le volume, c'est une visibilité sur les volumes. Les papetiers ou les machines à papier, c'est une industrie lourde qui travaille 24 sur 24 et 7 sur 7. Elle n'a pas intérêt à s'arrêter par manque de volume parce que le redémarrage, ça coûte de l'argent. Et donc, quand un fournisseur de papier vient et il veut négocier le prix, il est très important de lui proposer de la visibilité sur les 4, les 5, les 6 semaines à venir. Et en donnant cette visibilité-là, on donne l'occasion à la machine à papier de planifier ses productions, de minimiser les arrêts, d'optimiser en termes de grammage et tout ça. Et donc, en essayant on peut gratter sur le prix en offrant plus de visibilité aux fournisseurs en termes de planning et de commande. Ça, c'est un échange qui est plus et plus. L'entreprise, elle gagne en termes de prix, mais le fournisseur, il gagne aussi en termes de visibilité. Voilà. On peut aussi travailler sur des systèmes de ristourne. Ça veut dire que, par exemple, un fournisseur sur lequel qui va proposer un premier prix X et par la suite vous dites voilà, moi je suis intéressé par une relation durable avec vous et on est sur des volumes réguliers. Ça, c'est toujours quelque chose qui intéresse les fournisseurs, la relation moyen terme, long terme. Et vous proposez des ristournes sur volume en fin d'année parce que ça arrange les deux. Ça engage l'entreprise de commander et d'arriver à ces quantités-là, et en même temps pour le fournisseur c'est une sorte de garantie d'avoir des volumes sur l'année. Et ça, c'est de la négociation. Ça veut dire c'est des techniques dans lesquelles il faut bien comprendre le fournisseur. Il faut passer du temps d'ailleurs à avoir des réunions en dehors des négociations, à comprendre comment est-ce que l'activité tourne chez le fournisseur, quels sont les principaux besoins, qu'est-ce qui l'intéresse dans le marché. Et en fonction de ces informations-là qu'il faut stocker quelque part dans sa tête, et je vous recommande de noter au lieu de stocker, par la suite les utiliser dans le cadre de négociation. Voilà, donc il faut avoir cette intelligence-là de placer le bon argument au bon endroit. Euh, donc dans une négociation, donc tout est discutable, hein. Donc bien sûr le prix du composant, le prix des investissements, les délais, le niveau de service, les conditions de paiement, les modes de livraison, la qualité, les pénalités, la durée de la relation. Dans une négociation, tout est ouvert et il faut penser à tout. Il faut justement passer en revue l'ensemble parce qu'il suffit que on arrive à obtenir un très bon prix, mais que le délai soit long pour que toute la négociation soit foireuse et que derrière ça n'arrange pas l'entreprise. C'est pour ça, sans forcément passer par un checklist et essayer de passer en revue l'ensemble d'un coup, dans la discussion, dans la négociation, de manière très intelligible, soit poser des questions ouvertes, soit être à l'écoute, être à l'écoute, écouter seulement, parce que parfois, sans poser la question, le fournisseur, il va commencer un peu à décrire et à dire des choses et à relater un tout petit peu comment est-ce que l'activité fonctionne. Et en fonction de ça, faut passer par des modes de confirmation au lieu de faire des questions ouvertes. Mais ce que je vous conseille de faire au sein d'une négociation, c'est de noter justement tout l'ensemble des points importants sur lesquels il faut confirmer, les points qui sont critiques, qu'il faut confirmer lors d'une négociation, et faites en sorte dans la discussion de les évoquer tous et d'obtenir une confirmation ferme de la part du fournisseur sur tous ces points-là.
Autrement, on peut, par exemple, se mettre d'accord sur les prix, encore une fois, mais les conditions de paiement, ça va être du cash ou un paiement au comptant, auquel cas, ça n'arrange pas l'entreprise. C'est des modes de paiement de 60 à 90 jours. C'est pour ça qu'il faut être bien outillé, bien organisé, noter tous les points, préparer la réunion de négociation, c'est très important, et essayer d'obtenir soit à travers des questions de confirmation, soit à travers des questions ouvertes et toujours récapituler et faire la synthèse avant d'arrêter ou de conclure sur la réunion de négociation, faire une synthèse de tous les points, obtenir la confirmation sur tous les points c'est ce qu'on peut appeler une négociation réussie. Alors la négociation, c'est un outil qui est, comme on dit, fast and furious. Ça veut dire c'est un outil qui ne nécessite pas beaucoup de coûts parce que c'est juste le temps de préparation, le temps de d'organisation un peu des données et tout ça. Et donc le temps de préparation de la réunion, c'est le temps de la réunion aussi parce qu'une négociation, elle peut durer plusieurs séances. Faut pas oublier qu'en fonction de montant du montant qui est en jeu, on peut partir sur peut-être parfois un mois de négociation et ça c'est coûteux aussi. Mais toujours est-il que c'est des cas exceptionnels. Le cas le plus présent, c'est un cas où une négociation peut se faire sur une séance ou deux maximum. Donc le délai de mise en œuvre aussi, c'est un délai qui est court. Donc ça fait de la négociation un outil qui est très smart et qui peut avoir un fruit à très court terme et sans efficient, ça veut dire sans engager beaucoup de coûts. Voilà. Donc, on avait parlé de la conception. Donc, c'est un peu le point zéro. C'est quand on veut démarrer sur un nouveau produit, comment est-ce que l'achat peut intervenir là-dessus. On a parlé de la négociation, qui est un outil qu'on peut utiliser dans le day-to-day et dans le quotidien d'un acheteur. Et là, on va attaquer un levier qui est très important et qui, pour moi, le et que pour moi un procédé très important et qui permet de structurer la démarche d'achat. Alors aujourd'hui, encore une fois, au sein d'une entreprise, c'est pas parce qu'on a acheté une fois au sein de auprès d'un fournisseur qu'on va acheter tout le temps auprès de ce fournisseur. Euh, les temps changent, les marchés changent, les prix ils ont une dynamique à la hausse ou à la baisse. Et il faut se mettre dans la tête que un exercice de resourcing, ça veut dire un exercice d'aller trouver des sources d'approvisionnement alternatives à l'existante, est un exercice qui est porteur de valeur ajoutée et qui doit être dans aussi le quotidien d'un acheteur. Pas dans le quotidien, peut-être c'est des opérations qui sont plus ou moins organisées sur moi, je dirais sur 4 mois, sur 3, 4 mois, tous les 3, 4 mois, il faut penser à, voilà, on a dans notre portefeuille des achats à telle ou telle matière, ben, il faut penser à faire du resourcing pour cette matière. Qu'est-ce qui nous pousse Qu'est-ce qui nous pousse à dire aujourd'hui, voilà, je peux acheter auprès d'un fournisseur à un prix X, tout se passe bien, la qualité est là, le prix est là, donc voilà. Qu'est-ce qui va me pousser moi en tant qu'acheteur d'aller faire une démarche de resourcing? Ça veut dire chercher une alternative à ma source d'approvisionnement actuelle. Alors tout simplement, ça peut être parce que comme je suis un bon acheteur, je suis aussi à l'écoute du marché et je sais qu'il y a une dynamique des prix et auquel cas il faut que je profite dans le bon sens de cette dynamique de prix-là. Donc, il faut que j'ouvre encore une fois toutes les vannes et toutes les alternatives et je m'ouvre sur toutes les alternatives pour pouvoir évaluer est-ce que le prix actuel, il est profitable dans cette dynamique-là de prix. Parfois, ça peut être aussi des remontées en termes de qualité. Encore une fois, ça c'est le système d'évaluation du fournisseur qui va permettre de le déceler, mais aussi à travers le montant et le nombre de réclamations qui sont faites au fur et à mesure. Si en tant qu'acheteur, je vois que il y a un nombre important de réclamations qui arrivent et qui arrivent plus souvent et que le fournisseur ne réagit pas de manière très rapide, il va pas ajuster sa qualité, il va pas donner satisfaction, bah, il faut que je réfléchisse à une alternative.
Il y a aussi le service, notamment les retards en termes de délai de livraison, tout simplement, et principalement. Donc, ça peut être aussi tous les services à côté, par exemple du service après-vente, et c'est une composante qui est importante, et c'est une remontée d'informations qui se fait à travers encore les utilisateurs et à travers le système d'évaluation des fournisseurs. Et ensuite, quand, par exemple, il s'agit d'un fournisseur, d'un monofournisseur, je peux me rendre compte que pour un achat stratégique, j'ai un seul fournisseur dont je dépends. Et ça, c'est pas bien. C'est toujours un rapport de force qui est plus au profit du fournisseur qu'au profit de l'entreprise. Et quand on a le choix, il faut en tout cas diversifier les sources d'approvisionnement. Donc tout ça, toute cette situation-là, il y a aussi des règles de contrôle interne qui peuvent pousser à faire un travail de resourcing. Par exemple, dans la société où je travaille, un devis, il est valable 12 mois. Il peut être valable 6 mois pour certaines matières qui sont plus volatiles. Et donc tous les 6 mois, tous les 12 mois, il faut qu'on soit à l'affût du marché pour voir quelle est la mise à jour et pour éviter aussi les collusions quand on continue à travailler avec un fournisseur sur une période qui est beaucoup plus importante. Alors, encore une fois, le resourcing, ça commence d'abord par un besoin. Donc, on va partir sur un produit, un exemple d'un produit sur lequel pour lequel on a défini le prix à 12 mois, par exemple, et il s'agit aujourd'hui de s'actualiser sur le prix de ce produit-là au niveau du marché, de s'actualiser sur l'offre en termes de qualité, en termes de développement pour ce produit-là. Imaginons qu'on voudrait acheter des palettes, par exemple, des palettes pour l'entreprise. Les outils qui peuvent nous permettre d'aller s'informer sur ce qui se passe dans le marché, c'est des outils de collecte d'informations. Alors la collecte d'informations peut se faire aujourd'hui de manière très spontanée. On va vers Internet, on tape sur Google, sur les moteurs de recherche, sur les moteurs de recherche tel produit au Maroc ou à Casa, et là on a la liste des fournisseurs qui le font. Donc ça, c'est très important de structurer déjà la collecte de l'information en passant en revue pas l'ensemble de ces outils-là, mais en tout cas ceux qui peuvent nous permettre d'avoir le maximum d'informations. Donc Internet est un très bon outil pour la recherche d'informations et je peux vous dire qu'il est très utilisé par mes acheteurs et souvent on trouve en tout cas un début d'information qui va nous amener vers une information qui est beaucoup plus pointue, mais c'est un bon point de départ Internet. Ensuite, il s'agit aussi des institutionnels. Par exemple, si on prend les associations professionnelles, l'association professionnelle de l'emballage, on peut s'adresser à cette association-là pour nous donner un peu tous les producteurs, par exemple, de bois, les producteurs de bois, les importateurs de bois, pour l'exemple de la palette. Et là, on a la liste exhaustive de tous les producteurs de bois, les importateurs de bois, qui vont être forcément des fournisseurs de palettes. Donc ça, c'est un bon départ, avoir l'association professionnelle. Ça peut aussi il s'agir d'aller voir sur les fabricants de machines. On sait que par exemple pour les palettes, les machines qui sont utilisées, c'est des machines de découpe. Et les machines de découpe, c'est quelque chose qui est en commun entre l'emballage et entre les fournisseurs de palettes ou les producteurs de palettes. Donc ça peut aller vers se renseigner directement auprès des fabricants. Donc voilà, mais le plus important, c'est essayer d'abord de collecter le maximum d'informations. Et donc ça, alors ce qui joue, c'est quoi? Ce qui joue, c'est la curiosité et c'est la volonté d'aller et de chercher la bonne information et d'aller chercher l'information au plus loin. Il y a certaines personnes qui se suffisent de voilà deux trois adresses qui ont été dénichées sur internet et ça s'arrête là. Il y a d'autres personnes qui vont aller chercher l'information sur internet, recouper à travers les associations professionnelles, demander aux fournisseurs, aller vers parfois un réseau comme LinkedIn ou d'autres réseaux dans lesquels on peut poser des questions ou des réseaux d'anciens collègues ou d'amis. Donc il faut
à mon avis, recouper le maximum d'informations possibles pour arriver à une qualité d'information qui peut nous permettre d'identifier quelle est la liste des fournisseurs qui peuvent nous permettre, en tout cas, d'approvisionner ce genre de produits. Donc, dans le resourcing, on distingue plusieurs étapes. On distingue d'abord le choix du composant à ressourcer. Encore une fois, comment est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui je lance une opération de resourcing ou de recherche d'alternatives à mon fournisseur actuel? Ça peut se faire, on vient de le mentionner, par plusieurs manières, soit à travers un nombre de réclamations qui est important. Euh, Quand les réclamations sont importantes, donc on pense tout de suite à changer le fournisseur. Et donc, c'est ce qui nous pousse à entamer cette démarche de resourcing. Ça peut aussi se faire à partir d'une démarche tout à fait volontaire quand on est dans une organisation où on a un contrôleur de gestion qui va nous sortir toutes les données des consommations, des commandes avec les prix. On voit l'évolution à travers les années que voilà, que le prix soit il augmente, soit le prix il reste stable, et que derrière on sait que il y a un effet d'échelle qui peut nous être bénéfique, et il faut en tirer profit. Donc on dit voilà, on va attaquer tel ou tel produit en termes de resourcing. Voilà, donc c'est plusieurs manières d'aller chercher et choisir le composant. Donc suite à ce choix de composants, donc on va arrêter le choix du fournisseur. Alors, le choix du fournisseur, on va voir comment est-ce qu'on peut choisir le fournisseur, sur quelle base, quels sont les critères. Et une fois que le fournisseur est choisi, on se pose la question toujours, est-ce qu'il y a un investissement qui est nécessaire? Parfois, quand on change de fournisseur et que l'ancien fournisseur, il a mis à notre disposition une machine, imaginons, on prend l'exemple de l'encre qui fait du mélange de l'encre, mais pour ces articles, on change de fournisseur, et donc il faut penser à changer aussi du mélangeur de l'encre. Mais c'est toujours quelque chose qu'il faut se poser comme question. Il y a l'étape de démarrage. C'est toujours une étape qui est très très redoutée par l'acheteur, parce que il aura passé 3 étapes avec le choix du composant, le choix du fournisseur, l'investissement nécessaire, et au moment de la mise en place de la solution, c'est pas qu'on croise les doigts que tout se passe bien, mais on essaie en tout cas d'être très attentif à cette phase-là pour voir si tout ce qu'on a étudié sur papier, il est en place, et c'est là où on peut se rendre compte aussi de certains nombres de calibrages qu'il faut faire, parce que la communication ne s'est pas bien passée, parce qu'il y a des contraintes, il y a des variables auxquelles on n'a pas pensé. Ensuite, une fois que le démarrage s'est bien passé, une fois que les premiers tests industriels se sont bien passés, on passe à la phase de la série. Donc là, on est un peu dans la stabilisation de la production, et une fois stabilisé, il faut toujours prévoir des améliorations. C'est de l'amélioration continue. Il faut pas rester sur ses acquis. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Et c'est cette dynamique-là qui fait la différence entre une organisation d'achat par rapport à une autre. Voilà. Alors pour le choix du composant à ressourcer, on a encore une fois deux manières de choisir quel est l'article à acheter, ou l'article pour lequel il faut faire des consultations. Donc soit c'est une démarche qui est forcée, soit c'est une démarche qui est volontaire. Alors la démarche forcée, c'est forcément quand on a soit un litige avec le fournisseur actuel, soit on a des capacités installées qui sont suffisantes. Ça veut dire que vis-à-vis des informations qu'on a pu recueillir sur le marché, on trouve que il y a d'autres alternatives, il y a d'autres fournisseurs qui se sont installés. On se pose la question, parce qu'il faut toujours avoir aussi cette curiosité dans le profil de, voilà, est-ce que peut-être, qu'est-ce que celui-là peut m'offrir de plus par rapport au fournisseur actuel? Puis il y a aussi le changement de technologie qui peut forcément induire à une consultation pour des nouveaux fournisseurs. Ensuite, il y a c'est une démarche d'aller faire des consultations, c'est une démarche qui peut être tout à fait volontaire. Ça veut dire quand on a des performances qui sont insuffisantes en termes de coûts, en termes de logistique, en termes de qualité, on essaie un peu de considérer un peu la faisabilité de la chose, et de dire voilà, par rapport
une remontée de terrain. Il y a des lacunes qui sont aujourd'hui identifiées chez le fournisseur actuel et il y a lieu d'aller pour cet article-là faire des consultations. Voilà. Alors ensuite, donc la deuxième étape, donc une fois qu'on dit voilà, on va par exemple sur cet exemple que je vais vous donner, faire une consultation pour acheter des palettes, les palettes en bois. Deuxième étape, c'est choisir le fournisseur. Alors pour le choix du fournisseur, on commence par définir le besoin. Par expérience, la définition du besoin est généralement dans la pratique marocaine, c'est pas une étape sur laquelle tout le monde a envie de s'attarder. Voilà, on parle de palettes. On dit voilà, on va acheter des palettes en bois. Si les dimensions c'est 1 mètre et 1,20 m et ça s'arrête là. Il se trouve que en allant un peu dans le détail, en voulant être le plus précis possible, une palette en bois est tout à fait différente quand il s'agit d'un bois d'eucalyptus que d'un bois de noix, que d'un bois recyclé. Et il se trouve aussi que sur aussi la largeur et plutôt la hauteur des plaques, c'est différent quand il s'agit d'un bois importé ou d'un bois qui est directement usiné en Europe. C'est aussi la manière d'usinage qui fait différence. Donc, on a l'impression que c'est un achat facile, que c'est un produit pour lequel il faut se suffire du minimum d'informations, à savoir les dimensions, l'aspect. Mais moi, ce que je vous encourage, c'est toujours challenger les opérations, à être le plus précis possible pour que la phase de démarrage se passe bien. Parce que si le besoin n'est pas bien défini à l'avance et qu'on avance avec le fournisseur sur d'autres critères, notamment le prix, notamment la disponibilité, et que le fournisseur s'engage à acheter de son côté la matière première et à produire pour nous, au moment du démarrage, ça va mal se passer. Et la seule chose qui va se dire, bon, le produit n'était pas de bonne qualité et c'était pas ça ce qu'on voulait. Et c'est pour éviter cette phrase-là qui tue un tout petit peu toute la phase de resourcing qu'il faut passer du temps à définir le besoin avec les opérations et le définir de la manière la plus précise possible. Et c'est aussi pousser le fournisseur lui-même à vous décrire un peu le processus de fabrication pour pouvoir identifier toutes les variables qu'il faut en tenir compte au niveau du cahier de charge. Donc, définir son besoin, rédiger un cahier de charge, c'est une étape sur laquelle il faut insister. Il ne faut pas aller sauter directement vers la consultation pour le prix parce que peut-être qu'on aura des prix différents, mais le produit en lui-même, il est différent. Auquel cas, il est important de s'aligner sur ce qu'on voudrait d'abord acheter comme produit. Donc ensuite, quels sont les leviers de compétitivité? Donc quand il s'agit d'articles qui sont stockables. Les articles stockables, généralement, l'entreprise, elle s'organise à l'avance pour pouvoir stocker et avoir un stock de sécurité à son niveau. Et une fois que le stock est fait, le délai de livraison peut ne pas être aussi critique que pour un article qui n'est pas stockable, sur lequel on a un flux qui est un flux tendu. Donc là aussi, il faut identifier quels sont les leviers de compétitivité pour chaque article. Ensuite, il faut définir les critères de sélection et les pondérations. Alors, les critères de sélection et des pondérations, donc on distingue entre deux types de critères. Des critères qui sont obligatoires, ça veut dire c'est des critères d'éligibilité. Et sans ces critères-là, le fournisseur ne passera pas. Et il y a des critères, comme on appelle les nice to have. C'est des critères qui sont facultatifs, qui ont de l'importance, mais qui sont facultatifs. Et dans ces critères-là, dans les critères de nice to have, ça peut être aussi la partie recyclage, la partie environnement. C'est des choses qui sont très importantes, bien sûr, qui font partie des critères de sélection, mais qui sont pas forcément, qui vont être regardés en premier lieu. Après avoir établi les critères de sélection, on commence par une analyse de marché. L'analyse de marché se fait il faut comprendre comment est-ce que le marché du bois, par exemple, fonctionne au Maroc. On a des importateurs, on n'a que des importateurs d'ailleurs, on a des recycleurs qui recyclent les palettes qui sont utilisées. Quelle est la quote-part des importateurs par rapport aux recycleurs? Quelles sont les différentes
implantation géographique de ces fournisseurs-là au niveau du Maroc, quelle est la production totale du bois au Maroc. C'est une analyse de marché qui peut nous permettre de situer, en tout cas, quand on parle d'un fournisseur X ou Y, comment est-ce qu'il est positionné par rapport à ce marché-là? Est-ce que c'est un fournisseur leader? Est-ce que c'est un fournisseur qui fait partie des petites entreprises qui sont émergentes? Et en fonction de ça, même la négociation, elle pourra aussi être impactée. Donc, en désignant tout ça, donc bien sûr, on va lancer la consultation, on va établir la liste des fournisseurs qui nous intéressent à travers la collecte d'informations qui a été faite en amont. On va envoyer des consultations aux fournisseurs le plus précis possible, toujours accompagné d'un cahier de charge qui est très détaillé. Et on attend de recueillir les informations et les réponses des fournisseurs. Je vais peut-être m'arrêter dans 4 minutes et je vais m'arrêter sur ce slide-là et on va voir la suite la semaine prochaine. On va arrêter la liste des fournisseurs, on va les envoyer des mails, faire un appel d'offres tout simplement avec le terme d'aujourd'hui et on attend de recueillir un peu quelles sont les réponses à l'appel d'offres qui est annoncé. Une fois que l'information elle est reçue, il faut être structuré, il faut les mettre dans des balances scorecards. Euh, les évaluer en fonction des critères qui ont été établis auparavant. Et une fois qu'on a cette timesheet ou en tout cas cette vue globale de toutes les réponses des fournisseurs avec les différents critères et comment est-ce qu'ils peuvent se situer et la pondération de ces critères, à savoir l'éligibilité et les critères qui sont facultatifs, on établit la shortlist des fournisseurs et c'est là où on s'assoit pour des sessions de négociation qui vont déboucher vers le choix du fournisseur ou des fournisseurs parce que on peut choisir plusieurs fournisseurs afin de donner une latitude au départ et des positions pour chacun des fournisseurs. Un marché peut être distribué sur 2, 3 fournisseurs pour permettre la diversification et permettre aussi de d'avoir un bon positionnement en termes de négociation. Alors, voilà, donc là, j'essaie un peu de regarder un peu les questions. Donc, il n'y a pas de questions particulières qui sont posées. Moi, je vais m'arrêter à ce niveau-là, au niveau du resourcing. Euh, la prochaine fois, ça va être le choix du fournisseur. J'aimerais m'attarder quelques temps sur le choix du fournisseur parce que là, on touche vraiment au cœur du métier d'un acheteur. Et sur ce, donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et je remercie tout le monde pour sa présence. Voilà. Au revoir.